porte sur la transformation par le cloud, facteur de résilience. Donc on a la chance aujourd'hui d'accueillir Nicolas Denis. Nicolas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Nicolas Denis, je suis le directeur des opérations informatiques du groupe Servier. Donc voilà, en quelques mots, quelques secondes. Le groupe Servier, c'est un laboratoire pharmaceutique français. C'est un groupe de presque 23 000 personnes, présent dans 150 pays dans le monde. Et vous savez ce qu'est un directeur des opérations. Donc voilà, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Nicolas. Et donc Frédéric, avec toi pour justement avoir ce témoignage. Frédéric. Donc oui, moi c'est Frédéric Garnier, donc je fais partie des équipes de transformation cloud chez Price et je travaille avec Nicolas ici sur leur transformation. Et donc on va pouvoir peut-être vous donner un petit peu de lumière sur les raisons, le pourquoi, le comment de la transformation et comme facteur de résilience. Henri, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Henri Chabrier. Alors, je suis associé PwC, en charge des activités de transformation cloud pour la France et UK, et architecte en chef au niveau Europe. Donc, moi, mon vrai rôle sur les programmes de transformation, c'est l'architecture, bout en bout, donc on y viendra. Et effectivement, le sujet d'aujourd'hui, de voir comment, finalement, la transformation par le cloud peut ramener de la résilience. Merci Henri. Donc moi-même Julien Muller, donc je suis directeur au sein de PwC où je m'occupe des sujets résilience, crise, sûreté et intelligence économique. Donc moi j'accompagne les clients sur leurs projets de transformation, plus largement sur l'ensemble des aspects de la résilience. Alors, on va aborder justement avec vous aujourd'hui donc la résilience de manière large pour se recentrer sur comment une transformation par le cloud peut apporter de la résilience avant de pouvoir justement avoir ce témoignage, ce retour d'expérience de Nicolas et Frédéric sur un projet de transformation par le cloud. Alors si on revient 2 secondes sur déjà la résilience, donc la résilience est un mot qu'on entend, je dirais, partout ces derniers temps, notamment à cause de la crise Covid et de ses conséquences. Évidemment, chez PwC, on fait des études et donc on a fait des études récemment sur nos différents sujets et on s'aperçoit que la résilience aujourd'hui, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des entreprises, que ce soit dans le cadre de nos études spécifiques sur la gestion de crise, où on s'aperçoit dans le cadre de la crise Covid que les entreprises cherchent à renforcer leur résilience et qu'elles ont soit déjà mis en place, profitant de la crise Covid pour le faire, soit ont déjà réfléchi, identifié sur des axes d'amélioration de leur résilience, notamment d'un point de vue, on va dire, technologique, et on va en parler juste après. On le voit également sur nos études plutôt orientées sur la partie cyber, où on a également le témoignage des entreprises qui font évoluer leur approche de la sécurité pour avoir une approche plus globale qui a vocation notamment à renforcer la résilience avec notamment, là c'est un enseignement d'une de nos dernières études, notamment dans la façon dont ils vont tester leurs dispositifs avec des tests beaucoup plus poussés et globaux pour justement tester la résilience de bout en bout. Donc on le voit, la résilience c'est un sujet qui est au cœur de nombreuses préoccupations. On l'entend un peu partout, d'ailleurs pas qu'au niveau des entreprises. Il suffit d'ouvrir un journal ou même de taper résilience sur Google pour s'apercevoir que la résilience est un sujet multidimensionnel. Donc on peut parler de résilience humaine, on peut parler de résilience organisationnelle, de résilience opérationnelle. La définition va varier à chaque fois. Et nous, alors la définition que l'on donne de la résilience dans les sujets qui nous intéressent, c'est effectivement la capacité d'une organisation à anticiper, ça c'est un premier point, à s'adapter, persévérer, prospérer pour pouvoir faire face à une perturbation de son environnement. L'objectif, c'est effectivement d'anticiper, de se préparer à faire face à ce type de situation. On va en parler notamment avec la transformation par le cloud. Pourquoi ? Pour pouvoir survivre à une crise, et pas uniquement survivre, puisqu'on est au-delà de la robustesse. L'objectif, c'est pas uniquement d'absorber le choc sans se transformer. L'objectif de la résilience, c'est justement de pouvoir renforcer ses capacités, d'être plus agile
je dirais même de ressortir plus fort de ces perturbations. Et la transformation par le cloud est un bon exemple justement de ces programmes de transformation qui vont pouvoir apporter de la résilience. Alors, je disais, la résilience, c'est un sujet vaste. Nous, ce que l'on voit dans nos programmes de transformation autour de la résilience, c'est que la résilience est en fait une somme, je dirais, de capacités qu'ont les entreprises à pouvoir faire face à tout type de perturbation, que ce soit une crise ou un simple incident. L'objectif, justement, c'est de survivre, d'apprendre et de ressortir plus fort de ces perturbations. Donc, quand on parle de capacité, on parle notamment de la résilience des ressources humaines, donc la capacité à assurer la résilience des collaborateurs qui travaillent au sein de l'organisation. On parle également de résilience des technologies et des données, on en reparlera au travers de la transformation par le cloud, de la capacité à assurer la résilience des infrastructures et des équipements sur lesquels un projet de transformation par le cloud peut également agir. Mais pas que, la résilience d'une organisation, c'est également la résilience de ses parties prenantes. Dans l'écosystème de l'organisation, de plus en plus, il faut faire attention à l'entreprise étendue et donc ne pas se contenter de renforcer la résilience au bord de l'entreprise, sans quoi on échouerait. Et enfin, un point clé, c'est également la résilience financière des entreprises, la capacité à avoir, je dirais, les liquidités qui lui permettent de continuer à fonctionner. Donc aujourd'hui, on ne va pas traiter l'ensemble de ces sujets, on va se concentrer sur les sujets sur lesquels la transformation par le cloud peut apporter le plus de résilience. Et pour cela, Henri, je vais te passer la parole pour pouvoir aborder donc la transformation par le cloud, facteur de résilience. Merci Julien. Alors effectivement, chaque mot est important dans la transformation par le cloud. Il y a le mot transformation, donc ça je vais zoomer un petit peu là-dessus. Bien sûr, le cloud. Et en fait, si on regarde dans les transformations par le cloud, la résilience va être un effet bénéfique de cette transformation. Ce n'est pas forcément ce qui est visé de prime abord. Il y a quand même une équation économique à résoudre, alors qui fait partie de la résilience, parce que la résilience a un coût important. Donc c'est effectivement dans cet angle-là qu'on va aborder ce point-là pour les prochaines minutes. Donc, si on regarde, alors déjà premièrement, il faut définir un petit peu ce qu'est le cloud. Alors il y a plein de points de vue. Donc là, ça c'est le nôtre, alors qui vient de pas mal d'opérations, du pragmatisme, de projets, des opérations réelles. Donc on a défini, vous voyez, il y a 3 verticaux. Donc le premier qui est effectivement sur la partie infrastructure, connectivité. Donc il y a un petit peu la fondation technique de tout. Alors quel que soit finalement le mode d'achat du cloud, alors que ce soit du IaaS, PaaS, SaaS ou dans vos data centers, vous allez avoir ça en dessous, partout, ça c'est certain. Ensuite, on va aller sur la partie plus logiciel et données, donc qui est assez importante. Alors ils ne sont pas tous à égalité en fonction de résilience, donc ça on va zoomer là-dessus, mais effectivement d'un point de vue logiciel, il y a une complexité beaucoup plus importante pour comprendre déjà ce qu'on a, en termes de données, en termes de logiciels, qu'est-ce qui est déployé, quelle version. Donc ça, on va voir ça. Et la troisième partie qui est également très importante, qu'on a tendance à oublier, c'est l'organisation, les personnes, ceux qui vont délivrer effectivement les transformations. Mais si on regarde sur la partie cloud, qui vont assurer le run, qui vont faire vivre ces plateformes-là. Alors ces plateformes, quand on regarde d'un point de vue cloud, ça va de toute façon, selon la taille de l'entreprise, une situation multi-cloud, également hybride. Ce n'est pas d'enlever tous les data centers, ça dépend des contraintes réglementaires, de la taille de l'entreprise. Donc on a une complexité à adresser à travers ces 3 domaines, qui ne doivent pas être 3 silos justement. Donc ça, on va y venir. Et ensuite, si on regarde sur les différents risques, donc bien sûr, il y a le risque de panne technique. Donc celui-là, à la limite, dans certains aspects, c'est un peu plus simple parce qu'on le voit déjà. C'est normalement sectorisé et on a plus d'éléments pour le résoudre. Sur les problèmes cyber, donc là c'est bien le sujet de ce forum, c'est beaucoup plus compliqué déjà à s'en rendre compte, de quel est l'impact, et à travers toutes ces couches-là. C'est là où si on a des silos, il va falloir les casser pour réussir à travailler tous ensemble pour résoudre et être résilient effectivement là-dessus. Sur les performances, ça ressemble un petit peu, c'est intermittent, c'est beaucoup plus compliqué à régler en général. Voilà. Donc ça, il va falloir faire coexister et travailler les 3 domaines ensemble. Donc un sujet important dans le titre, c'est l'aspect de transformation.
Donc il y a eu pendant, alors ça fait 20 ans qu'on fait la transformation, si on regarde, il y a eu beaucoup de transformations qui ont été sur la partie transformation digitale, mais en fait qui ont été là pour améliorer l'expérience client. Alors ça peut être de beaux sites web, des applications, alors c'est important, il faut le faire, hein, c'est extrêmement important, mais on ne change rien en anatomie finalement, on a juste une interaction optimisée avec ses clients. La même chose si on regarde tous les programmes de transformation qui vont optimiser le back-office, la supply chain, donc l'expérience employée cette fois-ci va être améliorée. On va avoir des processus plus fluides, voilà, plus supervisés, etc. Mais on ne va pas changer de manière fondamentale finalement ce qui se passe. En revanche, quand on va, et c'est quelque chose qui a été accéléré par le Covid, alors certains n'avaient pas forcément de site web, mais sur déjà, on va dire, une société qui a déjà un parc informatique, qui a pas mal d'applications, ça a été en fait le lien avec son écosystème digital, donc ses partenaires, ses clients, ça peut être des gros clients, des grands comptes. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin d'intégration très élevé. Et donc c'est là, c'est un peu le cœur du cloud, quel est le meilleur endroit finalement de manière naturelle pour échanger, de manière sécurisée. Il faut bien trouver une zone d'échange où on va devoir sortir son système informatique. Et c'est cette partie-là qui a été un peu accélérée par, ou voire beaucoup, sur certains pays, avec la crise du Covid, pour ramener beaucoup plus d'intégration. Et si on regarde, il y a deux jeux, c'est-à-dire soit on crée un nouveau business model, on va gérer, on va agréger d'autres services. Alors ce qui peut être fait, il y a plein d'exemples dans l'industrie ou des telcos qui vont vendre du Netflix, etc., qui vont agréger finalement les services des autres, soit être agrégés dans d'autres chaînes de valeur, par exemple les plateformes de paiement. Mais on est bien sur cette partie droite où là on change de manière fondamentale, parce que ça, il faut le faire de manière automatisée, virtualisée le plus possible. Et c'est le succès finalement on va dire des géants du cloud ou des sociétés du cloud qui ont fait ça de manière naturelle et native, de tout automatiser, d'être très très itératif. Et c'est un petit peu cette révolution du cloud finalement qui est amenée partout. Et on va le voir en termes de résilience, où le cloud, c'est pas on a délivré un projet et c'est fini. Non, c'est en permanence. Il va falloir toujours aller sur la dernière version. On va plus contrôler d'ailleurs, alors ce qui est bien d'une partie. Et d'autre part, voilà, il faut suivre ce rythme-là. Donc c'est ces aspects-là qui rendent les choses très dynamiques finalement. Donc voilà sur la transformation. Alors dans la transformation, le rôle du cloud dans tout ça, qu'est-ce que vont chercher les entreprises? De l'innovation. Donc là c'est pareil, il n'y a plus de réel besoin de le faire chez soi. Alors que ce soit des plateformes d'analytics, de la robotique, RPA, etc. Bon, là c'est juste un sous-ensemble, mais il y en a plein à aller chercher. Donc là on a des briques qui vont être de manière native très résilientes finalement. Et qu'on va pouvoir aller chercher chez différents fournisseurs, alors que ce soit au niveau plateforme as a service ou du software as a service. Voilà, donc là on est monté d'un niveau où on va acheter du service effectivement pour faire tout ça. Et il y a un point qui est très important, alors ça c'est assez vu, assez compris, mais en fait avec le cloud qui est un mouvement parallèle, c'est on va aller chercher finalement de l'automatisation, mais d'être agile, donc ça c'est vraiment le propre du cloud, mais également d'être très industriel finalement. Il y a tout un tas de logiciels qui ont été embarqués dans cette mouvance, c'est-à-dire oui on bouge du workload, mais pas que, si on fait que ça, bon on a gagné un petit peu, mais on a gagné en résilience d'un point de vue technique, mais pas forcément d'un point de vue opérationnel. Donc ça, pareil, on va zoomer dessus rapidement. Alors, le premier domaine, donc là sur la partie infrastructure et connectivité, donc on se rend compte, alors sur la partie gauche, vous avez, on va dire, le point de départ un peu traditionnel, voilà, des data centers, un data center qui va être un peu central, et une consommation de cloud qui est déjà là de toute façon. C'est de par nature, les équipes vont devoir aller vite et de bonne intention vont de toute façon commander des choses sur le cloud voilà, pour accélérer et faire ce qu'ils ont à faire. La même chose d'un point de vue SaaS, il est rare de ne pas trouver une société qui va utiliser tel ou tel software as a service, que ce soit côté CRM, enfin il y a des grands noms que vous connaissez tous, que ce soit sur l'ITSM, etc., ou ressources humaines. Voilà, il y a tout un tas de logiciels qui vont être utilisés de toute façon. Donc on voit qu'on est déjà sur une situation hybride en point de départ. L'idée, alors ce qui, pareil au niveau Covid, alors c'est l'impact qu'on a vu de manière mécanique. Tout avait été pensé plus pour interagir avec les clients et pas forcément avec ses employés qui d'un seul coup se retrouvaient pas au bon endroit, pas comme prévu. Alors d'ailleurs la remédiation dans pas mal de cas ça a été d'utiliser des techno-cloud pour optimiser le trafic, etc., qui est assez naturel dans ce cas-là parce que
On était dans un monde connu avec les employés sur tel site, et ça, c'est en train de changer. Et il y a eu également ce dont je vous parlais au niveau écosystème digital, où il a fallu aller beaucoup plus loin, très vite, pour continuer à faire tourner. Alors selon l'industrie, il y a des différences, bien entendu, mais il a fallu s'interconnecter de manière digitale avec ses fournisseurs, avec etc., pour aller beaucoup plus vite. Donc il y a eu effectivement cet impact-là. Et ce qui s'est passé naturellement, dans ce cas-là, on a mis finalement le cloud en pivot résilient, alors pas en opposition à ce qu'on a, mais simplement on l'a remis au centre, et pas mal de services ont bougé. Donc là, je suis très content d'être parmi vous physiquement aujourd'hui, mais c'est une grande première finalement, depuis tous les derniers mois. C'était à distance, sur des services voilà, de visio, etc., qui se sont retrouvés finalement au centre, de par nature, pour amener de la résilience. Et ce qu'on voit, alors ce qu'on voyait déjà, il y a plein d'IP phones voilà, qui vont être sur des tables qui ne sont pas utilisés. Donc voilà, hier soir j'étais à l'hôtel, le téléphone de l'hôtel on ne l'utilise pas, très peu. Voilà, donc il y a tous ces exemples-là, on voit bien qu'il y a de la technologie, ça a évolué, alors que ce soit dans vos usages finalement personnels, mais au sein de l'entreprise avec une plus grande échelle. Donc il y a cet aspect-là, d'un point de vue, on va dire, connectivité. Le deuxième, alors qui est assez compliqué à régler, c'est sur la partie informatique, d'un point de vue résilience. Alors la grosse différence par rapport à tout ce qui est effectivement infrastructure, connectivité, on a du mal à avoir un inventaire. Techniquement, c'est assez compliqué de savoir ce qui est déployé, quelle version, ou les dépendances en termes d'applicatifs. Vous avez une chance de le faire assez bien sur la partie infra, c'est pas simple. Il y a tout pour, pareil, il y a toujours des urgences, toujours aller configurer directement. Mais il y a une chance de le faire. Sur la partie informatique, le challenge est beaucoup plus compliqué et on se rend compte que les deux sont en train de finalement devenir un seul ensemble très connecté. Il y a beaucoup d'informatique dans l'infra et vice-versa. Si on pense de manière plus large, l'IoT, voilà, il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Et le seul moyen pour résoudre ça, donc techniquement, alors c'est ce qu'a amené le cloud, c'est toute cette notion d'usine. Alors je parlais d'être agile et industriel, donc toutes les briques qui vont être là pour faire, alors c'est pas la méthode agile, mais plus la partie DevOps, d'être itératif, d'être capable de déployer juste une partie, pas un gros monolithique. Alors tous ces noms-là, microservices, tous ces technos, on l'entend, mais en fait elles ont été pensées pour faire ça. Elles ont été pensées par les géants finalement du web, alors pas que, mais ils en ont créé une certaine partie, pour réussir à être réellement industriel et déployer finalement des fonctionnalités, alors que ce soit dans l'espace géographique ou fonctionnel, pour avoir un maximum finalement de granularité et de résilience. Parce qu'on déploie une chose, on ne va pas être à risque de tout casser. Alors, ce qui arrive à pas mal de sociétés, parce qu'on a encore des gros logiciels, on a encore des points qui vont gérer absolument tout. Donc voilà, sur cette partie informatique, donc, le seul moyen de le faire bien, c'est d'être automatisé. Et quand on y pense, tout ce qui est en dessous au niveau du cloud est virtualisé et automatisé déjà. Donc il n'y a pas de raison d'avoir une organisation énorme pour gérer ça. C'est qu'en quelque part, on a loupé un petit peu un des objectifs de la transformation. On devrait être automatisé au maximum. Et c'est quelque chose qui est effectivement sans fin. Alors c'est ça la résilience également. C'est chaque semaine, voilà, il y a des projets qui vont se lancer, il va falloir les optimiser. Mais également, vous êtes dans un cas, dans le cloud, vous ne maîtrisez plus réellement vos softwares, votre infra. Tout va être versionné. Il va y avoir toujours des nouvelles versions qui vont arriver des cloud providers qui seront moins chers. Alors il y a aussi un aspect financier qui dépasse la DSI. Il faut bien se rendre compte qu'on achète du service et plus finalement du matériel ou des produits. Et l'achat de service, c'est pas une fois, on le rachète en permanence. Il y a la facture qui revient en permanence et qui peut s'optimiser en permanence. Et c'est là le gros des activités de la transformation, c'est réussir à chaque semaine pratiquement de réévaluer les besoins, l'exposition au risque, parce que tout ça doit être sécurisé. Hein. Là, je vais très vite sur la partie cyber, mais par conception, bien entendu, toute la partie cyber doit être là-dessus. Alors, il y a pas mal de gains, parce qu'il y a beaucoup, on va dire, de fournisseurs qui vont faire de grosses parties pour vous, effectivement, mais il faut réussir à assembler ça. Et là, je viens sur le dernier composant, sur la partie organisation. Donc là, il y a plusieurs choses. La première, c'est par rapport à la pyramide de gauche qui était très séquentielle. Il y a une stratégie d'entreprise. Voilà, ensuite, je le transmets à la DSI, mais en exécutant, qui va externaliser pas mal de choses.
Et ça marche beaucoup moins parce que maintenant on est très finalement itératif et récurrent. La première chose au niveau stratégie, il faut vraiment informer la stratégie d'entreprise par finalement l'abondance de technologies et les possibilités qui sont là, qui peuvent vraiment influer. Alors surtout, si vous vous souvenez d'un point de vue transformation, si vous voulez aller sur de nouveaux business models, sur des choses connectées, il y a plein de choses à faire, mais il faut en informer le management, on va dire. Et ensuite, il y a deux nouveaux étages dans la pyramide. Le premier qui est au niveau de l'architecte, et ça c'est devenu primordial. Il faut réussir, on va assembler des technologies, mais ça en permanence finalement, et ça il faut réussir à comprendre à travers voilà, tout ce qu'on fait, toutes les solutions du multi-cloud, ça rajoute un petit peu de complexité qu'il faut bien comprendre, et en sachant que l'architecte, il reprend un vrai rôle d'architecte, c'est-à-dire il va faire une solution technique, la meilleure, mais également financière, parce que c'est du as a service, quel que soit l'étage sur lequel finalement on s'adresse, c'est souvent une combinaison. Et le dernier rôle c'est la delivery. Donc effectivement là il faut réussir à maîtriser la delivery en permanence, optimiser, voilà, je dirais chaque semaine, d'avoir la meilleure optimisation possible à travers le temps. Voilà, donc alors, je ne vais pas faire peut-être la récap, mais en gros, avec le Move to Cloud, on a plusieurs bénéfices d'un point de vue résilience. Déjà, c'est beaucoup plus modulaire, effectivement. On achète du service et ça force à être très récurrent et itératif. Donc ça, ce qui est un bon point, c'est-à-dire on peut redéployer. On sait très bien quand on part d'un backup, il n'y a pas beaucoup de chances que ça marche du premier coup, c'est parcellaire, c'est compliqué, très compliqué à faire. Là, on est plutôt dans la position idéale où, en théorie, on peut redéployer complètement l'application. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là. Voilà, je vous laisserai lire tout ce contenu. Voilà, je vais stopper là, je pense que j'ai dû déborder comme d'habitude. Non, c'est parfait. C'est parfait. Donc nous, on est plus dans l'opérationnel, donc mettre en œuvre ce genre de stratégie. Et c'est vrai que là, il y a deux points qui ressortent, qui sont assez clairs. Le premier, c'est que quand on s'engage sur une transformation par le cloud, on n'est pas forcément dans une stratégie de résilience, ça c'est clair. Mais le deuxième, c'est que finalement, on y arrive de toute façon, à rajouter de la résilience. Donc là, Nicolas, chez Servier, c'est vrai que le goal, enfin le but initial de la transformation, ce n'était pas forcément la résilience. Donc tu peux donner peut-être une petite idée de contexte. Ouais. Alors, pourquoi? Moi, ça fait 3 ans que je suis Servier et une grosse dette technologique chez Servier, une grande culture de, si c'est pas de la customisation, c'est on fait tout par nous-mêmes. Une société assez quand même, on va dire, c'est une fondation qui travaille beaucoup en cercle fermé et une culture, on va dire, du service très, très faible. Donc moi je venais d'un autre groupe, un gros groupe de luxe, qui était un petit peu différent. Et certaines convictions. Déjà la première, c'est que je ne pense pas qu'un groupe comme Servier, on a une force de frappe comme les grands acteurs du cloud. Je ne pense pas que notre valeur ajoutée soit, pour le dire un peu crûment, soit d'acheter et de raquer des serveurs. On fait ça certainement très bien, mais il y a des vrais professionnels de ça. Je ne pense pas que mes équipes s'amusent beaucoup à faire ça et que ça les passionne. On n'a pas une capacité d'investissement telle que les GAFAM, ça c'est certain. Donc ça c'est un premier point. Un second point, de dire aujourd'hui on a quand même des services qui existent sur le marché. Quand voilà, on utilise tous des services dans notre vie courante, on prend des taxis, on n'achète pas une voiture quand on arrive à Lille pour se balader. Donc soit on marche, soit on prend un vélo, soit ça dépend. Mais bon, à un moment donné, on achète du service dans notre vie quotidienne. Pourquoi on ne le ferait pas au travail aussi? Il y a quand même des solutions qui existent sur le marché qui sont maintenant très au point. Et puis on était arrivé quand même à un point, à un moment donné où on se lance tous dans le digital, la data, de l'IA, etc. Et tout ça, on ne va pas le construire nous-mêmes, on ne va pas acheter les machines qui font ça, même si on fait de la recherche de médicaments. Donc il y a des services qui existent et on consomme du service. Et finalement, c'est vrai que la résilience n'était pas là au départ, c'était pas notre point de départ. Mais je crois qu'on en profite. Je vais prendre qu'un exemple. Alors, il est un peu technologique. Quand on parle de DRP, aujourd'hui, mes équipes avaient des systèmes de DRP dans tous les sens, parce qu'on a des obligations pharma, parce qu'on se doit de fabriquer et de produire des médicaments et de les livrer au bon endroit.
c'est plus un sujet maintenant, c'est un service. Quand j'en ai besoin, je le déclenche et c'est fini, et je m'en occupe pas. Donc c'est qu'un exemple, mais il est assez révélateur de ce qu'on pouvait faire avant et de là où on en est aujourd'hui. Est-ce que ça te va comme partie de réponse? Ça me va très bien. Je connaissais un peu les questions, mais il ne connaissait pas les réponses. Ça me va très bien comme réponse. D'ailleurs, ça revient sur un des slides que Henri a montré, qui montrait que pour s'engager dans la transformation, il y a plusieurs leviers qui font que ça devient critique pour l'entreprise. Et un des leviers côté gauche de ton slide de tout à l'heure, c'est effectivement avoir accès aux services que le cloud fournit. Donc les AI, la data, l'analytics, potentiellement la cybersécurité aussi. Donc c'était un petit peu l'objectif de Servier au départ. Donc aujourd'hui, on voit que les entreprises ont utilisé le cloud pour effectivement rester résilientes pendant la crise, hein, et s'adapter aux nouvelles méthodes de travail des salariés. Et comment est-ce que Servier a pu passer ce cap Alors, ça fait qu'un an et demi, hein, finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Mais je pense que je suis pas seul dans la salle à m'être retrouvé du jour au lendemain avec quasiment tous les collaborateurs de mon entreprise, donc 23 000 personnes dans le monde, comme vous l'avez dit, qui travaillaient plus avec l'extérieur, mais qui essayaient déjà de travailler avec eux-mêmes. Et c'est arrivé du jour au lendemain. Donc, comme plein de sociétés, nous n'étions pas prêts. Donc ça a été la pagaille, les VPN, et les gens qui n'arrivaient plus à se connecter, il fallut prioriser les collaborateurs. C'était un petit peu le bazar les premières heures. Et puis on a fait quelque chose de très simple, c'est que on était un peu prêts. Hein. C'était dans des cartons, mais déjà bien avancés. C'était des cartons où on avait déjà enlevé le scotch. En quelques jours, mais vraiment en quelques jours, en moins d'une semaine, on a utilisé des services cloud qui nous ont permis de redémarrer et de remettre tout le monde au boulot. Ça, c'est un premier exemple. Donc ça nous a permis de continuer à fabriquer des médicaments et les distribuer, ce qui est quand même une obligation et notre métier. Et le second point que je reprendrai par rapport au Covid, c'est que en fait, on fait de la visite médicale et la visite médicale a été complètement transformée. C'est-à-dire que les visites médicales en physique avec les médecins, c'est quelque chose qui a été complètement qui a disparu du jour au lendemain. Et on a des solutions du marché qui sont connues pour la visite médicale. Et je ne vais pas dire qu'en quelques heures, mais il est apparu des solutions utilisables pour commencer à faire de la visite médicale à distance. Ce sont les mêmes solutions aujourd'hui qui sont utilisées quand quand vous allez voir votre médecin et qui fait des téléconsultations. Je crois qu'on l'a tous un peu vécu, la téléconsultation. C'est quelque chose, en France, on n'y pensait pas il y a encore très peu de temps. C'est rentré dans les normes. La plupart des médecins font des téléconsultations. Je ne vous parle pas des Doctolib, etc., mais c'est quand même des solutions qu'on a pu utiliser du jour au lendemain dans un contexte où on n'imaginait pas en fait que notre métier se transformerait aussi vite. Tout à fait, la résilience par défaut, en gros, avec le cloud. Exactement. Donc juste pour finir, on arrive à notre 45 minutes. En tant que directeur des opérations, on va dire si on devait s'engager sur une transformation par le cloud, qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que tu aurais comme... Moi, je le dis, bon price, quand ça s'est fait, non, c'est pas là, non. Si vous voulez, on y a été, je pense, de façon plutôt structurée. Les difficultés aujourd'hui, parce qu'on en a encore, d'abord c'est le changement pour les équipes, c'est le changement de façon de travailler, c'est la perte un petit peu de contrôle quand même de ce qui se passe, parce qu'on a le bon côté des choses où toutes ces solutions avancent très vite, mais le train part vite, ça va vite, des fois vraiment vite. Donc c'est rester dans ce mouvement-là. Pardon. C'est rester dans ce mouvement-là. Donc la première, en fait, elle est humaine. Voilà. C'est une question d'organisation, c'est une question d'accompagnement. J'ai pas fait ça, et je le dis tout à fait sereinement, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, j'ai pas fait ça pour faire des réductions d'équipe, bien au contraire. J'ai fait ça pour améliorer les services, pour remettre ma société dans un mode service, dans un mode on continue, on avance. Donc j'ai pas de réduction d'équipe et j'en suis assez fier, au contraire. Donc ça c'est la première difficulté. Après tout ça, il y a de la technologie derrière, c'est bien le cloud, c'est fantastique. Ça veut dire qu'on consomme du réseau. Quand tout le monde était à la maison, c'est bien, tout le monde avait sa box, ça marchait. Donc il y a quand même aussi, on va dire, des contraintes encore technologiques pour aller utiliser du cloud. Donc ça c'est la seconde étape. Et puis la dernière, c'est savoir se repositionner par rapport à tout ça de façon assez régulière. Parce qu'il y a une tendance quand même à la surconsommation cloud qui peut être assez rapide. D'un point de vue économique, c'est assez dangereux.
Donc c'est toujours être bien conscient et se challenger en permanence sur ce qu'on consomme, ce qu'on utilise, pourquoi, comment. Et si ça correspond bien à... Voilà, il ne faut pas rentrer dans un mode de surconsommation qu'on pourrait connaître nous aussi, mais bien être conscient de ce que l'on utilise, de ce qu'on veut faire et pourquoi on le prend. Voilà, donc ça, on va dire, c'est les nouveaux challenges aujourd'hui. Bon, et puis la transformation, ben, c'est pas de tout repos, hein. On est en plein dedans, ça fait que 2 ans et demi qu'on a commencé ça. Moi, j'avais prévu 5 ans. On les tiendra. Mais bon, c'est quand même un sacré chemin pour partir là-dedans, surtout quand on est dans 150 pays. Voilà. Merci Nicolas. Merci. Oui, merci Nicolas pour ce retour d'expérience. Merci Henri et Frédéric pour vos témoignages également sur ce sujet-là. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur le sujet de la transformation par le cloud, facteur de résilience ? C'est toujours la plus difficile, la première. Bonjour et merci pour la présentation. On a parlé de la résilience par le cloud, mais quid de la résilience des fournisseurs eux-mêmes de cloud? Qui veut le prendre? Bon. Oui, non, effectivement, alors ça sous-entend en fait d'externaliser une partie de sa résilience aux fournisseurs. Et donc là, si on regarde, il y a un effet d'échelle. Alors bien sûr, il peut y avoir des incidents, mais c'est leur métier finalement d'être résilient. Alors je dirais même plus que résilient techniquement, il y a aussi toute la partie Green IT, on n'en a pas trop parlé, mais ça va un petit peu de pair, c'est-à-dire leur but c'est d'optimiser effectivement les opérations, alors que ce soit pour être plus efficace, en quelque part moins cher pour l'entreprise finale, ce qui résout un petit peu l'équation aussi du Green IT, où ils ont tout intérêt parce que ça va être leur facture énergétique à eux finalement. Donc si on regarde, et la résilience est embarquée également là-dedans, alors tout ce dont je parlais, alors effectivement les entreprises doivent être agrégateurs finalement de ces services, donc c'est là où la résilience, le périmètre de la résilience pour l'entreprise va être là, donc d'où l'importance voilà, d'avoir les bonnes personnes. Il y a quelques cas qu'on observe où il n'y a plus personne qui a la compétence technologique et c'est là où ça devient compliqué si on n'a pas quelqu'un de son côté pour réussir à orchestrer tout ça. Et effectivement, côté fournisseur, donc ça c'est leur métier, je dirais que ça va être de mieux en mieux. Alors le point de départ, il y a des incidents, alors on le voit, quel que soit le sujet, hein, que ce soit sur de la connectivité, voilà, alors que ce soit au niveau data center, bon, il y a pas mal d'exemples bon, à travers le monde, donc ça arrive, mais ils progressent et c'est leur métier. Donc ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire, enfin qui coûte très cher à faire quand on le fait soi-même finalement. Et je rajouterais juste aussi par design, le multi-cloud devient presque de facto quelque chose qu'il faut pousser partout où on va. On a peut-être un partenaire primaire dans sa stratégie, mais avoir un backup, un follower, et puis pouvoir jouer un petit peu la carte même financière derrière, entre les fournisseurs, c'est quelque chose qu'il faut implémenter dans sa stratégie de transfo. J'ajouterais également que dans cette relation-là, il y a deux parties. Il y a, je dirais, du coup, l'acheteur de services et puis il y a le prestataire. Et donc, il y a effectivement la résilience du prestataire, mais il y a aussi dans l'acte d'achat de ces services-là une attention particulière à avoir. Il faut déjà être très conscient de son besoin réel en matière de résilience. Quels sont les attendus en fonction des services, on ne va pas avoir les mêmes attendus. Il faut déjà être conscient de ce dont on a besoin et puis derrière de souscrire le niveau de service qui est adapté à ce besoin-là, puisque les services que l'on va acheter peuvent avoir différents niveaux, différentes solutions. Et donc du coup, c'est effectivement la résilience du prestataire, mais c'est avant tout également avoir une expression de besoin qui soit claire et puis derrière d'avoir, je dirais, le niveau de souscription de service qui est en adéquation avec le besoin que l'on a. Donc il faut faire très attention aussi sur le service, sur je dirais la partie contractualisation de cet achat de service et faire bien attention aussi aux
aux fameuses clauses de force majeure et de voir quels sont les cas qui sont exclus en fait des obligations de ces prestataires pour ne pas être surpris, puisque des événements, ça surviendra forcément. Donc en fonction du niveau de service, en fonction de ce qu'il y a dans le contrat, voilà, on a plus ou moins de résilience et c'est des sujets de détail, mais auxquels il faut faire attention pour ne pas être surpris lorsqu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a une autre question ? Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde et puis bonne fin de journée au FIC. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.